Dans cette édition de Regard Social, nous ferons une immersion au cœur d'une famille qui a connu le bonheur et malheureusement, le malheur s'est vite emparé de leur vie. Le malheur a frappé à la porte alors qu'on était en train de jubiler la naissance des triplés. L'un des enfants aujourd'hui souffre d'une forme de malformation qui lui vole sa vie à peine venue au monde. Il s'agit bien sûr d'une hernie inguinale. Quelles sont les causes de cette maladie? Les conséquences? Existe-t-il des protocoles de prise en charge? Avec nos experts de santé, nous allons bien sûr essayer d'aller puiser un peu plus loin pour comprendre ce que c'est véritablement cette maladie. Mais avant, au travers du reportage qui va suivre, je vous invite à mieux comprendre la situation et les conditions de cette famille afin de pouvoir réagir. C'est dans ce reportage concocté par l'ensemble de reporters de Regard Social. Si Douala étouffe du fait de l'exode rural, d'autres éléments entrent en compte pour justifier la forte démographie qui y prévaut. Il s'agit du manque d'infrastructures de transport qui plonge les quartiers naissants dans l'oubli total, tel qu'ici à PK17 dans le 3e arrondissement où les routes sont lamentablement piteuses, rendant la vie des riverains réduite au strict minimum. Le sentier que nous empruntons est à environ 2 km du domicile de notre cas social. Nous sommes ici au domicile de M. Dia André et son épouse Paulette Cuété. Le couple vient de connaître un heureux événement, la naissance des triplés. Sauf que ce bonheur a tout fait d'être accompagné de malheur. Voici leur histoire. Je suis Cuété Paulette, la mère des triplés. Bon, j'ai constaté que j'étais enceinte. Je suis allée à l'hôpital. Après quelques temps, même les premiers mois, je me sentais tellement étouffée. Je ne faisais que dire au père que je me sens mon ventre trop plein. Mon ventre n'est pas comme les autres grossesses. Même le premier mois est passé, le deuxième mois, je disais toujours mon ventre n'est pas comme d'autres grossesses. Mon ventre est trop plein. C'est trop plein partout. Je sens mon ventre plein partout. À 2 mois, on est parti à l'hôpital. On a fait... La femme m'a d'abord consulté le premier jour. Elle me demande de revenir le lendemain parce qu'elle ne consulte pas sans faire l'échographie. Donc elle n'est pas sûre qu'il y a grossesse. Mais elle a quand même prescrit certains produits pour calmer les malaises que j'avais. Le lendemain, donc, je retourne à l'hôpital. Elle me fait une échographie flash. C'est quand elle me fait une échographie flash qu'elle me dit je suis en train de voir 3 sacs gestationnels. J'ai dit 3 sacs gestationnels, comment elle me dit elle est en train de voir 3 sacs gestationnels, donc c'est une grossesse gémellaire. Sûrement, il doit avoir 3 bébés dans le ventre. Bon, ça m'a un peu fait quelque chose. J'ai voulu frustrer, mais à un moment donné, j'ai dit, bon, si je frustre pour le moment, si je frustre, ça ne va rien changer. Le fait est déjà fait. Je suis rentrée à la maison. Elle a demandé l'échographie même. Il faut faire l'échographie pour que ça affirme ce qu'elle a vu. Après 2 mois, je suis allée à l'hôpital, on a fait l'échographie même. Évidemment, il y avait 3 sacs gestationnels, donc 3 embryons. À partir du jour-là, j'ai commencé les visites. Tous les examens, j'ai fait tous les examens. Tous les examens qu'on a demandé, j'ai fait. Elle a prescrit les médicaments. Et tous les mois, je suivais mes visites. À partir du 4e mois, je me sentais, j'ai commencé à être menacée parce que
Du 1er jusqu'au 4e mois, là, je ne faisais que vomir. J'étais toujours malade, menacée. Si ce n'était pas la fièvre, je mange, je rejette. Je suis fatiguée. Donc c'était tellement différent des autres grossesses. Je rejetais tout ce qui entrait dans ma bouche. Même l'eau, quand je buvais même l'eau de temps en temps, je rejetais. J'avais constamment la fièvre. C'est là qu'on m'a ramenée à l'hôpital. Elle a dit, c'est une grossesse, bon, une grossesse pas comme les autres. Il faut que je sois là toutes les 2 semaines. Si ce n'est pas toutes les 2 semaines, au cas où si je sens que j'ai donc j'ai les malaises qui ne donnent pas, soit je l'appelle, soit je viens directement à l'hôpital. Et c'est comme ça qu'on a géré. Et entre-temps, on faisait l'échographie pour surveiller les poids des enfants, pour voir si on peut m'opérer tôt. Parce que c'était une grossesse, je peux dire presque à risque. On m'avait déjà opéré 2 fois, donc j'avais une grossesse bicicatricielle, selon le terme médical. Donc on m'avait opéré 2 fois, c'était la 3e fois maintenant. Et quand je me retrouvais avec 3 enfants dans une utérus déjà qu'on a opéré 2 fois, c'était risquant. Quand moi-même je restais comme ça, je réfléchissais, ça me frustrait même. Donc quand je sentais même que j'avais un peu mal au bas-ventre, ça me frustrait. Ça me frustrait beaucoup. On a fait les échographies, première échographie, 2e échographie, 3e échographie, on a fait toutes les échographies qu'on demandait, on a fait les ordonnances qu'elle prescrivait, on achetait, même les médicaments, tout, on achetait. À partir de 6 mois, on a fait l'échographie à 6 mois. On était sûr qu'au trop à 7 mois, on va me prendre, on va m'opérer pour retirer les enfants. Mais quand on faisait l'échographie, les enfants n'atteignaient même pas 2 kilos. Aucun des enfants n'atteignait 2 kilos. On a fait que renvoyer. Au fur et à mesure, je me sentais mal. Même marcher, même je ne parvenais même pas à marcher. À 30 semaines, c'était devenu pire. Je marchais avec la canne. Il y avait des fois, je marchais avec la canne. On m'a hospitalisée. Chaque jour, il fallait faire les soins. Passer le matin, faire les soins, faire mes soins et faire les soins de celui qui est passé par oxygène, faire mes soins et sa part de soins, surveiller les paramètres des enfants. Parmi les enfants, il y a le premier qui est sorti à 2,8 kg. On a beaucoup réanimé, on n'a pas pu, mais il a eu l'oxygène. Finalement, ce n'est pas l'oxygène qu'il est passé avant de revenir à la vie. Mais le deuxième n'a pas eu de problème. Le troisième, il avait son faible poids de 1,9 kg. C'est à une semaine d'hospitalisation que j'étais en train de le nettoyer. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est bombé là. Au niveau point, c'est inguinal, c'était bombé là. Bon, je n'ai pas su ce que c'était. J'ai emballé l'enfant directement, je ne vais pas remettre entre les mains du médecin. Il me demande c'est quoi, j'ai dit regardez vous-même. Quand il ouvre, il regarde, il me dit c'est une hernie inguinale, ça va passer. Il me donne l'enfant, je monte, j'habille l'enfant. Mais ce qui nous a bloqué à l'hôpital, il fallait automatiquement qu'on sorte. Ce qui nous avait bloqué à l'hôpital, il fallait payer tout son argent avant de sortir. Mais c'était tellement difficile au point où on est même quitté à l'hôpital, on n'a pas fini l'argent. Parce qu'il fallait rentrer à la maison avec les enfants. J'arrive ici à la maison. Chaque jour quand je nettoie l'enfant, lui-même me demande de repousser avec le doigt. Au moment où je me rends compte que c'est descendu, je repousse avec le doigt. Quand je suis arrivée à la maison, je repoussais. Constamment, je repoussais avec le doigt. Mais un temps, quand ça n'allait pas, j'ai appelé, il m'a dit que c'est après une semaine. J'ai appelé, il m'a dit que viens en consultation avec l'enfant. Je retourne avec l'enfant. Il me dit, il rentre. Non, le jour où on est arrivé à l'hôpital même, que c'était remonté, on est rentré avec l'enfant. Mais dès que j'arrive à la maison, dans la soirée, je me rends compte que c'est encore redescendu. Je pousse, je continue de pousser jusqu'au jour où, le 13, comme ils avaient un mois, il fallait les amener eux tous en consultation pour qu'on les mesure, on surveille leur poids. C'est arrivé là-bas que lui-même il a regardé. Parce que nous, en quittant ici à la maison, les jours là c'était tellement volumineux. J'attendais seulement que le 13 là arrive pour les amener à l'hôpital parce qu'à cause de la distance aussi. C'est qu'on arrive là, il consulte les autres, il finit avec eux. On arrive sur lui. Il criait tellement, il pleurait tellement, il se tordait qu'il n'a même pas pu le consulter. Il a seulement dit, c'est mieux d'aller rencontrer un
chirurgien pédiatre avec l'enfant. À cause de son problème qu'il avait. Parce que les deux côtés sont en train de descendre. Et oui, on est rentré. Là où il nous a envoyés, on a appelé, on n'est même pas allé là-bas. Mais on a pris les renseignements. On a pris les renseignements sur le cours de la consultation. Le cours de la consultation qui a fait que nous ne sommes pas partis là-bas. C'est une semaine après. Elle me dit que l'enfant s'il doit avoir un problème parce que il y a quelque chose qui gonfle là. Bon, j'ai dit, on va donc voir le médecin, il va dire ce qu'il va dire, on saura quoi faire. Entre-temps, on est coincé à l'hôpital parce que il faut payer ceci, il faut payer les factures, il faut payer. On a donc progressé comme ça. Les gens nous ont soutenus comme ils pouvaient. On a pu déposer encore ce qu'on pouvait déposer. On est rentré avec l'enfant. Arrivé à la maison, moi-même j'ai constaté que quand elle poussait l'endroit qui gonflait, ça rentrait, mais après un temps ça revenait. Quand elle pousse, ça rentre, après un temps ça revient. On s'est rendu à l'hôpital 2 semaines après, on nous a parlé de hernie, hernie inguinale. On a dit qu'est-ce qu'il faut donc faire. Le médecin a dit qu'il faut observer, attendre voir que ça peut faire comme ça, après ça passe seul. Comme ça peut rester. Et si ça reste, c'est qu'on va seulement intervenir chirurgicalement. On a dit ok. On a attendu. Quelque temps après, le médecin a demandé qu'on revienne quand les enfants vont atteindre 1 mois. On revienne avec eux. Et quand on est revenu là consulter tous les autres, mais le cas de celui-là a été spécial parce que quand il est arrivé, l'enfant a tellement crié au point où il n'a pas vraiment consulté comme il voulait. Et il nous a donc recommandé d'aller à l'hôpital de Yassala. Nous sommes renseignés, la consultation là-bas était tellement élevée. J'ai commencé aussi à me renseigner par-ci par-là. Je suis tombé sur le pas d'un peu là. Ils ont donné leur prix, c'était un peu abordable. Nous sommes donc allés là-bas mardi et lundi. Ils nous ont consulté. Ils ont consulté l'enfant. Ils ont dit de passer voir le chirurgien parce que c'est le chirurgien qui devait déterminer si on peut prendre l'enfant maintenant ou bien il faut attendre que l'enfant puisse avoir un certain âge, même disons 3 mois. Le manque de moyens financiers propres au genre de cas que nous rencontrons va contraindre le couple à changer de trajectoire que celui qui leur a été recommandé. Ils se rendront donc à Padre Pio, accessible à leurs petits moyens de débrouillard. Bien qu'ayant rencontré les spécialistes adéquats, un autre problème va se dresser face à eux, le coût de l'opération chirurgicale. C'est là que le médecin nous envoie à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa. Mais nous ne sommes pas allés là-bas à cause du coût de la consultation. Et aussi la distance. Comme ils sont 3, s'il faut sortir, il faut que je prenne le taxi dépôt. Sans compter, il faut l'aller, il faut l'argent pour payer l'aller, il faut l'argent pour payer le retour. Et il faut arriver là-bas payer la consultation. Donc c'est tout ça qui a fait que nous ne sommes pas partis là-bas. Lui maintenant quand il sortait, il prenait les renseignements où est-ce qu'on pouvait consulter l'enfant. Jusqu'à ce qu'il est passé à... Je peux dire le nom de l'hôpital. Il est passé à Padre Pio. Il s'est là pris les renseignements. Il a donné le prix de la consultation du pédiatre, le prix de la consultation du chirurgien. Nous sommes partis là-bas depuis l'autre jour, on marche là-bas. Nous sommes arrivés là-bas, on a rencontré le pédiatre le premier jour. Elle a consulté l'enfant, elle a prescrit l'échographie. Nous sommes partis faire l'échographie. C'est après les résultats de l'échographie, on rentre. Quand elle a vu les résultats, elle nous a envoyé rencontrer le chirurgien. On est parti voir le chirurgien. Le chirurgien aussi à son tour nous envoie voir l'anesthésiste. Donc, quand on a vu l'anesthésie, ils ont décidé ensemble, ils ont dit qu'il faut automatiquement opérer l'enfant. Parce que la masse est déjà très volumineuse. Parce que quand c'est volumineux comme ça, donc ils ont essayé de nous expliquer que les intestins de l'enfant sont en train de se retrouver dans les testicules et avec le liquide. Et quand ça se retrouve dans les testicules comme ça,
Chaque fois, l'enfant se tord de douleur. Donc, quand il pleure, chaque fois, il te tord. C'est parce que les intestins se sont retrouvés dans les testicules et ça a diminué la longueur des intestins dans le ventre. Donc, quand il bouge ou quand il essaie de manger un peu, les intestins gonflent. Ce qui se retrouve à l'intérieur des testicules, ça diminue le volume de ce qui est dans le ventre. Là, il commence à se tordre de douleur. Il faut automatiquement l'opérer. Malgré son petit poids, mais ils nous ont dit quand même que c'est risquant. On peut endormir l'enfant, l'enfant ne se réveille pas. Et s'il faut le faire, ça doit être extrêmement coûteux. C'est ce qu'ils nous ont dit, ça doit être extrêmement coûteux. On va dresser un bilan de santé pour l'enfant qu'il doit faire. Parce qu'on va l'opérer sans faire un bilan de santé. On va faire son bilan de santé. Et après, donc il y a d'abord le bloc qu'il a dit, il y a le bilan de santé et l'hospitalisation, les médicaments. Les problèmes de cette famille feront écho. Leur difficulté à nourrir leurs enfants, au-delà de la maladie, va motiver des jeunes des quartiers à voler à leur secours, ne serait-ce que pour la pitance qui est un besoin primaire. Des jeunes réunis autour d'un groupe de sport, de façon inopinée, nous retrouvent sur les lieux. Nous avons entendu le cri de détresse, le cri de cœur de cette famille. Donc nous tenons d'abord à féliciter pour les 3 enfants qu'ils ont eu à faire. Nous avons jugé utile de venir donner un peu de réconfort, de donner de notre soutien. Nous espérons que notre modeste contribution et ce dont nous avons jugé utile de venir avec pourra être un pansement à leur cœur. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et appelons également à la bonne volonté du public pour les venir en aide. Nous sommes ici pour apporter notre élan de cœur à cette famille qui a sollicité notre aide. Et au-delà du sport de frères camerounais, nous sommes ici, comme nous l'avons dit précédemment, pour soutenir cette famille qui a besoin de tout le public camerounais. Paulette compte sur notre chaîne de solidarité pour lui venir en aide, afin de sauver son petit bébé. Donc je prie tout le monde qui me coupe, soit les gens d'ici, même les gens de la diaspora, de nous venir en aide. Je supplie les âmes de bonne volonté de regarder avec compassion notre cas et qu'ils puissent nous venir en aide parce que nous sommes dépassés, nous sommes coincés. Comme on a pu le dire, nous sommes vraiment coincés. Même manger, on n'arrive pas à manger. Le lait des enfants, comme je venais de dire tout à l'heure, c'est complètement fini. Même pas une boîte. Là où nous nous trouvons, peut-être c'est avec la bouillie que nous allons continuer demain ou après-demain, c'est pas grave. Parce qu'il n'y a plus possible.